Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Alors, le décor est un peu particulier, tu verras, entre la guitare et le piano, parce qu'on va parler son ce soir. Alors, il y a un fait qui est assez marquant aujourd'hui, c'est qu'il y a un consommateur est exposé à près de 1200 marques tous les jours, et on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile d'émerger en communication. Et donc, ce qu'on voit, c'est que toutes les marques, en ce moment, sont en train de faire de l'identité visuelle et de la plateforme de marque, ce qui est plutôt une bonne chose. Néanmoins, il reste un canal, j'allais dire un vecteur qui est particulièrement oublié, un parent pauvre, je dirais, qui est le son et qui est pourtant totalement essentiel. Et en fait, très souvent, à défaut d'avoir une stratégie, les marques dépensent des fortunes pour simplement mettre des musiques connues en espérant être reconnues. Voilà. Alors, toi, tu es le fondateur de Sixième Son et l'identité sonore, ça fait 20 ans, c'est ton job depuis plus de 20 ans. Tu as créé des monuments du patrimoine français avec notamment la SNCF, dont tu vas nous parler en fait après. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, Mickaël, c'est avant on faisait des films et au dernier moment on se disait oula, il me manque une musique. Est-ce que tout ça, ça a changé aujourd'hui? Je crois que la façon de faire des films a changé à la condition que les gens, eux, aient la bonne maturité. Nous, on a des clients sur lesquels on se rend compte qu'ils ont assez vite intégré que le son, ce n'était pas une illustration, c'était un élément d'incarnation. Et donc, ça ne peut pas arriver à la fin. Et on a quand même, de temps en temps, il faut dire la vérité, au moins 2 ou 3 fois par mois, on arrive comme des pompiers. C'est-à-dire un client qui vous appelle en disant « Oh là là, je m'en sors pas ». On en est, ça nous est arrivé, c'est pas une blague, hein. On est arrivé à une marque qui nous a dit il y a 1 an et demi que l'agence lui avait proposé 92 musiques différentes, des musiques connues, des musiques du commerce. Et alors à la fin, ils avaient tellement écouté de trucs, ils savaient plus ce qui était bien, pas bien, et qu'à un moment on les a un peu remis dans le droit chemin en disant en fait la question c'est pas qu'on veut une musique qui est bien, c'est qu'on veut une musique qui finalement soit en ligne avec votre marque, en ligne avec votre état d'esprit, votre humeur, qui soit différente, qui ait une capacité à émerger. On ne veut pas que les gens, on ne veut pas plaire aux gens. On veut leur dire qui on est et pour quelles raisons on doit être aimé. Et quand on dit ça, on remet les choses à leur place. Mais aujourd'hui, je dirais que, et si je me place sur allez, une dizaine, une quinzaine d'années, il y a eu un changement. Mais je dirais que le changement est beaucoup plus fort et beaucoup plus professionnel du côté des annonceurs. Il est beaucoup plus lent du côté des agences. Et peut-être aussi parce que la culture des gens qui font les films, c'est d'abord une culture graphique. Et pourquoi en fait ça met autant de temps à changer du côté des agences? Parce qu'encore une fois, ça devrait presque être les premiers à être convaincus de la puissance du son au même titre que de la puissance de l'image. Il y a une étude formidable qui a été faite par 4 chercheurs, 2 Allemands, un Britannique et un Américain, puis cet été, sur les raisons du choix des musiques par les agences. Et cette étude qui a été publiée, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la lire, elle est dans The Journal of Advertising Research. Et ils ont demandé euh, l'explication de 100 choix musicaux. Et à chaque choix correspondait pour les créatifs, pour les agences, des hypothèses. Bon, ça va faire mieux sur tel ou tel point de vue. Et en fait, les chercheurs montrent que dans 100% des cas, ils se trompent. La réponse, en fait, elle est assez simple et ils le disent de façon très diplomate dans cette étude, mais moi j'en ai l'expérience, c'est que d'abord, souvent, la musique, elle sert à vendre un film. C'est-à-dire que les publicitaires ne sont pas du tout dupes, ils ont une connaissance musicale, mais il y a un malentendu sur le rôle de la musique. Finalement, pour eux, la musique, c'est un supplément d'âme qui va les aider à vendre le film à leurs clients. Et moi, je me souviens d'un directeur marketing de chez Nestlé avec qui on travaillait. Je pense que peut-être que tu verras un garçon qui s'appelait Gilles Bossis, peut-être, Oui, qui m'avait dit un jour, exactement. et qui m'avait dit un jour, Michael, tu sais pourquoi je fais appel à toi? Je dis, bah, Gilles, pour le coup, ça m'intéresserait de le savoir. Il me dit, bah, c'est simple, hein. Quand j'achète un travail musical dans une agence de pub, l'agence, elle utilise la musique pour me vendre leur film. Toi, tu me fais une musique pour que je vende mon produit. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je lui ai fait signer ce mot-là. Et dans les anciens locaux de CMSON, c'était dans une petite pancarte, c'était encadré. Je pense qu'il y a cette tentation-là. Et puis, je pense aussi qu'il y a un fait qui échappe, notamment aux agences, c'est que l'enjeu du son aujourd'hui n'est plus un enjeu publicitaire.
c'est un enjeu d'une convergence qui inclut la publicité, le hors-média et l'UX, l'expérience client. On s'apprête à lancer une identité sonore importante pour la plus grande marque du Canada et on a travaillé en parallèle ce qui allait se passer en pub, ce qui allait se passer dans le monde digital et ce qui allait se passer sur les applications et les produits de cette marque. Donc, quand tu fais descendre, quand tu allumeras un des produits, ben en fait, au lieu d'avoir le Bing qui était en réalité le son par défaut que le producteur chinois mettait embarqué dans la puce, et ben maintenant, on va avoir un son qui ne parle pas finalement du producteur chinois, mais qui est bien une sorte de prolongement de la marque. D'accord, super. Et donc, Gilles Bossy, c'était, pour ceux qui nous écoutent, le directeur marketing des boissons à l'époque chez Nestlé. Alors, une question, encore une fois, c'est ce que j'expliquais en intro, c'est ton job, c'est vraiment l'identité sonore, qui est quelque chose d'assez particulier. Alors, tout le monde visualise que c'est à peu près une identité visuelle. C'est quoi les ingrédients aujourd'hui essentiels d'une bonne identité sonore? Alors, je suis content que tu dises une bonne identité sonore parce que le sujet n'est pas d'avoir une identité sonore. Le sujet, c'est d'avoir la bonne. Et alors, on peut dire qu'une identité visuelle, c'est une police de caractère, un nom, une police de caractère, des formes, des couleurs. Bon, je fais court. Une identité sonore, une musique, tu peux dire de façon générale, c'est un parti pris mélodique, harmonique, sonore, éventuellement rythmique. Bon. Mais dans le domaine de l'identité sonore, en réalité, une bonne identité sonore, c'est une identité sonore performante. Et donc, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire performer. Il y a quelques années, moi, j'ai dit je ne veux plus d'études telles qu'elles existaient avant. Et quand je voyais comment les études étaient menées, en réalité, l'arrière-pensée des gens, c'était est-ce qu'il y a un bénéfice, est-ce qu'il y a un supplément d'âme émotionnelle, est-ce que ça aide à faire du recall? Grosso modo, c'était ça. Aujourd'hui, je peux te montrer que, par exemple, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, ça n'est pas ça du tout. On peut montrer, par exemple, qu'au jour d'aujourd'hui où le vrai combat, et notamment dans le monde digital, c'est l'attention, alors un des trucs qu'on doit demander à une identité sonore, c'est d'aller chercher un supplément d'attention. On a fait faire une étude en neurosciences par une entreprise qui s'appelle Data Calab, et sur un film publicitaire, on se rend compte d'une chose, c'est que comme tout le monde, au début d'un film, on a de l'attention, puis petit à petit, si le film ne nous intéresse pas plus, on va perdre l'attention. Et même dans un film qui nous intéresse, et on le voit sur le digital, les watch time, ils plongent toujours. Et on se rend compte qu'un des éléments qui peut fondamentalement changer le watch time et fondamentalement changer l'attention, c'est le son. Et bien, par exemple, dans cette étude-là, on mettait des jingles très, très différents, plein de jingles. On pouvait se dire, mettre un jingle, ça va faire monter l'attention. Ah oui, mais alors, tous les jingles n'ont pas du tout, mais pas du tout le même niveau de performance. On allait de plus 10% à plus 300% d'attention. Ça fait une différence énorme. Donc, par exemple, nous, on bâtit une identité sonore pour qu'elle soit acoustiquement performante. C'est-à-dire que quand la radio est allumée et que toi, tu fais autre chose, quand la télé est on mais que tu ne la regardes pas, qu'est-ce qui peut te ramener à l'image? Qu'est-ce qui peut te ramener à la marque si tu ne regardes pas la télé? C'est le son. Alors, quelle est la capacité du son que tu vas produire? Un son identitaire qui va laisser une empreinte et qui va aller chercher de l'attention. Une bonne identité sonore, c'est surtout une identité sonore qui performe. Qui performe aussi, par exemple, dans ce qu'on apprend sur la marque. Souvent, j'entends, nous, on dit ça, il faut que l'identité sonore dise ça. Peut-être, peut-être pas. On peut venir dans une stratégie de marque où l'identité sonore, elle vient en complément de l'identité visuelle. Peut-être qu'il y a des forces et des faiblesses de l'identité visuelle et que l'identité sonore doit jouer pour partie en continuité, pour partie en complémentarité. Et puisque tu parles de l'exemple de la SNCF, quand nous, on a reçu le brief de la SNCF, on l'a reçu avec les premières pistes que l'agence de design avait faites sur l'identité visuelle, nous qui devions faire l'identité sonore. Très vite, on a vu qu'il y avait une dimension très métier et peu incarnée. Or, pour moi, l'enjeu de la SNCF d'il y a 20 ans, comme sûrement des années qui viennent, c'est de faire comprendre que ce n'est pas une société industrielle. On parle beaucoup des KTT, on parle beaucoup de l'entretien de matériel. C'est une société de service, la SNCF. Ce sont des gens qui transportent des gens. Et donc, moi, je voulais aller dans ce que je pense être l'avenir de la mobilité, c'est-à-dire une mobilité simple à visage humain. Bon, voilà. Et c'est à partir de là que tu crées. Et finalement,
c'est assez étonnant parce que l'identité visuelle et l'identité sonore ne portent pas le même message, mais ces deux messages se complètent assez bien. Et puis pour finir sur ce que c'est qu'une bonne identité sonore, oui, c'est une identité sonore qui laisse une empreinte, mais qui est une empreinte différentielle. Oui, c'est une identité sonore qui va chercher de l'attention et qui provoque de l'engagement. Et ça, c'est un point sur lequel nous, avec alors vraiment beaucoup d'études, et je le répète, plutôt des études d'observation et de neurosciences plutôt que des études où on demande aux gens de répondre, on peut montrer, finalement, dessiner un peu le portrait robot de ce qui génère de l'attention et de l'engagement. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que ce soit une identité sonore qui se prête à de la flexibilité. On a besoin de cohérence, mais on a aussi besoin de flexibilité. L'enjeu du son en pub télé n'est pas l'enjeu du son en pub radio, n'est pas l'enjeu du son en attente téléphonique, n'est pas l'enjeu du son sur une application mobile, n'est pas l'enjeu du son dans un point de vente, n'est pas l'enjeu du son dans le monde digital. Or, tu ne peux pas être schizophrène. Tu as besoin d'un vocabulaire qui se prête à la fois à l'ensemble de ces points de contact, mais qui se prête aussi à une adaptation pour jouer le jeu de la spécificité de l'expérience. C'est long comme réponse pour répondre à la question. C'est tout un programme. C'est tout un programme, mais on sent que l'éducation est là. On sent que tu as ton bâton de pèlerin. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un bon exemple pour toi d'une bonne identité sonore? On met de côté l'histoire de la SNCF, dont on va parler en fait après, qui est assez incroyable. Écoute, je vais prendre un exemple qui n'est pas connu. On a fait l'identité sonore d'un des leaders mondiaux du conseil qui s'appelle McKinsey. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est une organisation assez complexe. L'associé qui est en charge de la marque est suédois, son DIRCOM, il est basé à Londres, avec une directrice de marque qui est basée à Atlanta et des équipes qui sont à New York. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'assez vite, une entreprise qui est quand même une culture relativement classique, comprenne qu'on pouvait avoir une culture classique, mais avec un poil à gratter, avec une vraie différence. Pour moi, quand on a commencé à travailler sur McKinsey, pour moi, ce qu'on devait dire, c'est qu'on était les leaders de l'accompagnement dans la transformation réussie. Or, la transformation réussie, elle n'existe que si tu as un état d'avant et un état d'après. Et donc, c'était de parler finalement de ce qu'elle n'est pas pour le résoudre, pour le conclure. Et donc, on a fait on a fait un travail dans lequel je leur ai dit, voilà, c'est ça ma vision. OK. Et je leur ai dit, je ne vais faire qu'un seul projet. Et par contre, ce projet-là, si vous me dites qu'il vous plaît, on le met à la poubelle. Il n'y a pas de transformation facile, il n'y a pas de transformation sympa. Il y a toujours une forme de combat, un combat qui peut avoir qui a ses raisons, ce n'est pas forcément un combat sanglant, mais se transformer, ça ne tombe pas sous le sens. Et on a fait un morceau qui est une sorte de morceau assez classique au piano, mais en réalité qui très souvent dérape un peu et qui à un moment va aller vers une accélération. Sur la création, la première fois qu'ils l'ont entendu, ils n'ont pas dit un mot. Ils étaient très perplexes. Et je leur dis, on se reparle et vous me direz ce qui va, ce qui ne va pas. Et ensuite, ils nous ont dit, en fait, on ne voit pas ce qui ne va pas. Parce que finalement, quand on décrit ce qu'on ressent et ce qu'on raconte dans l'histoire de la musique, on voit bien notre travail. Une précision, un travail de transformation, un travail d'amplification, d'accélération. Mais ce que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'en très peu de temps, ces gens se sont dit, il nous faut un truc très simple en interne, un truc bête qui ne coûte pas très cher, une sonnerie de téléphone portable, qu'on puisse finalement endosser ça. Et on a un film de marque qui va être assez long, assez complexe, il faut l'habiller. Et puis, à travers le monde, on fait beaucoup de petites vignettes vidéo sur des sujets qui peuvent être... Il nous faut une charte. Et des gens, en fait, qui n'étaient pas... alors vraiment, la première fois que j'avais dit charte sonore, ils m'avaient regardé avec des grands yeux. Et ça a été relativement rapide. Finalement, une marque qui n'est pas une marque média, qui ne font pas de pub, a compris que l'enjeu, ce n'était pas la musique. L'enjeu, c'était la marque, l'expérience de marque, la cohérence de l'expression de la marque et sa performance. Et ça vaut, finalement, on travaille pas mal avec pas mal de marques qui sont beaucoup plus petites, qui sont parfois des pure players, qui sont, elles se rendent compte qu'elles en ont besoin. Pendant longtemps, on a pensé qu'une identité sonore, c'était réservé aux marques qui faisaient de la pub. Aujourd'hui, 60% des clients de sixième son ne font pas de pub. Mais par contre, comme toi, comme moi, ils ont un site internet, ils ont une page YouTube, ils ont des attentes téléphoniques, ils ont une application, ils ont du son.
Alors, McKinsey est un bon exemple. Il y a forcément, j'ai parlé du patrimoine français, mais presque le fameux tin, tin, tin de la SNCF. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire incroyable du chanteur de Pink Floyd qui en a fait un tube? Et alors, je peux t'en parler avec d'autant plus de détails, mais je vais te dire un truc, ça se reproduit, c'est-à-dire que ça s'était produit avant. Pour être tout à fait honnête, euh, des gens, et notamment des gens connus qui ont voulu faire des reprises du jingle de la SNCF, on en a vu venir très très vite. Mais la grande difficulté, c'est que mon métier à moi, c'est pas d'être une star du rock ou de la chanson. Mon métier, c'est d'aider les marques à gagner. Or, quand tu as un nom très connu et qui veut se l'approprier, alors tu as un risque qui te vampirise. Et ce qui était intéressant dans la proposition de David Gilmour, donc le chanteur et guitariste des Pink Floyd, c'est qu'il m'a dit tu seras co-auteur et on va travailler ensemble pour voir ce qu'on fait de ce truc-là. Ça, c'est ce qu'il m'a dit au début. Alors après, l'histoire se complique parce que autant moi, je trouve le gars vraiment très sympathique et pour être sympathique, génial. Après, il faut travailler avec les entourages et parfois, les entourages, ils se disent un truc, ils en font un autre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tu vois, sur mon téléphone, il y a 15 jours, le message d'une star peut-être pas aussi planétaire que David Gilmour, qui m'explique que lui aussi veut faire une chanson avec ça. Et j'ai lu un article, mais je ne suis pas très surpris, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, qui disait que sur YouTube, tu trouves plus d'1 millier de reprises de cette identité sonore-là. Ce qui est formidable, c'est que qu'il s'agisse de stars ou pas de stars, c'est que les marques, de façon générale, elles font de l'appropriation culturelle en musique. C'est-à-dire qu'elles prennent un contenu qui ne leur appartient pas, elles le payent, elles se disent maintenant c'est à moi, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je prends souvent l'exemple de Imagine John parce que pour moi, c'est un exemple incroyable, qui pendant 5 ans a été acheté par le Crédit Agricole. Et au bout de 5 ans, on s'est rendu compte de quoi? Que quand les gens ils écoutaient Imagine de John Lennon, ils pensaient à Imagine John Lennon, pas au Crédit Agricole. Ce que je trouve formidable dans l'histoire de la SNCF, et on a un autre cas, mais je n'ai pas le droit d'en parler, c'est que c'est la marque qui inspire les artistes, c'est la marque qui inspire les gens. Quand je regarde, en tout cas celles dont moi j'ai connaissance, quand j'écoute les reprises qui ont été faites, il y a des trucs complètement loufoques et des trucs mais vraiment géniaux. Il y a de tout et il y a beaucoup d'étrangers. Et je prends moi ce que j'adore, par exemple quand je suis arrivé pour m'installer à New York il y a 4 ans, c'était un tout petit peu avant la rentrée des classes, je dis aux enfants, je vais vous amener à Broadway, je vais vous amener à Times Square, et il y a un truc pour enfants qui s'appelle le Gulliver Museum. Et donc, c'est hyper bien fait. C'est le monde en miniature, mais pas exactement comme on l'a pu connaître, je crois, dans la banlieue ouest à Paris, où il y avait un truc qui s'appelait France Miniature. C'est un niveau de qualité, un niveau de design absolument dingue. Et il y a un coin pour chaque pays avec les bâtiments. Et on est dans le coin de la France. Et tout d'un coup, mon fils et moi, on se regarde. On a dû rêver. Et en fait, on n'a pas rêvé. Le son de la France, c'est le jingle SNCF. En fait, ils ont mis dans le toutes les 2-3 minutes en fond le jingle SNCF. Et, et moi, je trouve ça dingue. Je trouve que c'est dingue. Et c'est vrai on a eu un jour un, un artiste qui nous a dit moi je veux t'acheter cette musique de la marque mais je veux plus que la marque l'utilise, je veux que ce soit pour moi. On a dit non, c'est très gentil même si c'est beaucoup d'argent, c'est pas notre métier. Et c'est ce qu'on essaie de se blague à part. Moi je pense que les marques elles peuvent être inspirantes et c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus avec les marques, de les aider aussi à intégrer la contribution des autres. Alors, pour terminer cette interview, et je sais que tu as, plein d'anecdotes et c'est ça qui fait la discussion en fait avec toi à chaque fois passionnante. Il y a plein de startups maintenant qui se sont mises à la télé, à la radio. Alors encore une fois, j'ai bien compris qu'on n'a pas forcément besoin de faire du média pour avoir une identité sonore. Est-ce que tu as quelques conseils ou quelques optimisations à donner à quelques-unes d'entre elles? D'abord, pour moi, quand on est une start-up, il y a la question du ROI qui doit très vite se poser. Or, l'identité sonore, le son, quand il est bien fait, le retour sur investissement est formidable, notamment par cet enjeu de l'attention et de l'engagement.
je crois que je suis tombé sur un message radio de Conto et je me suis dit, voilà, là, il loupe une opportunité. Parce que c'est quand même un modèle qui est un peu réinvente une forme de finance. Enfin, et quand tu réinventes, tu dois aller vers des codes qui sont des codes réinventés. Alors, ce que j'ai entendu de mémoire, il n'y avait pas de code. Mais par exemple, un message radio où il n'y a pas d'encodage identitaire, eh ben, faut pas oublier, hein, la radio, les gens n'écoutent pas la pub, ils l'entendent. Et si tu veux les faire passer d'une posture passive à une posture active et d'engagement, si tu veux laisser une empreinte, tu as intérêt à avoir un encodage identitaire fort. Et dans le cas d'une startup comme ça, qui disent tu n'es pas pépère traditionnel, tu es là pour inventer les codes. Donc la première chose, je dirais, c'est plutôt une réflexion sur l'identité sonore, c'est plutôt une réflexion qui a un bon retour sur investissement. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Souvent, je vois des startups venir à un moment donné où, bon, elles ont fait leur plateforme de marque et puis elles se disent, tiens, on va peut-être faire de la pub ou tiens, on va peut-être mettre du son. Sauf que le net a une bonne mémoire. Et quand tu tapes le nom de cette startup avec laquelle on discute, ben en fait, sur Google, il sort tout de suite une vidéo qui a 5 ans. C'était au moment de leur création. Bah, que tu le veuilles ou non, cette mémoire, elle va t'embarrasser si elle n'est pas en ligne avec ce que tu es. Donc, venir assez vite, c'est important. Et puis, pour moi, la troisième chose absolument essentielle, c'est qu'il faut comprendre que l'enjeu, c'est la convergence. Ça n'est pas la pub ou l'expérience client, ce n'est pas le digital ou un film, c'est la marque. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aller chercher sans en mettre partout. De la même façon qu'une identité visuelle, on ne la met pas partout, on la met à des moments stratégiques où la marque doit faire son travail d'endossement, de clarté, Bon. Et ben, d'un point de vue sonore, c'est pareil. Il ne faut pas mettre son identité sonore partout. Mais il y a des moments clés, il y a des endroits clés, il y a des moments of truth, comme dit un de mes clients qui est aussi un pure player. L'enjeu, c'est de se dire, je ne dois pas laisser des moments clés dans le vide, dans le doute ou dans la confusion. Je dois marquer mon territoire. Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses, mais je ne peux pas me contenter de zéro. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michael. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi également. Ce qui fait plaisir, c'est que ça fait plus de 20 ans que je te connais et tu es toujours aussi passionné. Écoutez, la chance, quand même, ce qui est passionnant, c'est que d'abord, le métier se transforme. Ensuite, j'ai la chance d'être au cœur de cette transformation-là. Si je te racontais aujourd'hui, je sais pas, on a donc 2 dossiers aux États-Unis, un dossier au Canada, un dossier en Malaisie, on a 2 dossiers aux Émirats, on a un dossier en Finlande, on a un dossier en Russie. Et on a des très grosses boîtes, on a des toutes petites. Qu'est-ce que je vais me plaindre, moi? J'ai la chance d'avoir un métier et en plus, on me donne les moyens de faire du bon travail. Donc, peut-être que, je ne sais pas si je suis toujours aussi passionné, mais en tout cas, je m'amuse toujours autant. Et en plus, je pense que c'est qu'un début parce qu'on voit arriver la question des assistants vocaux, et notamment d'ailleurs pour les startups. Et alors, le monde des assistants vocaux, c'est très simple. Hein. Si tu as une marque, mais tu n'as pas de marque sonore, tu n'as pas de marque du tout en réalité. Eh ben, merci, Michael. Merci à toi. À bientôt.